Bienvenue à cette deuxième réunion du Conseil de la Division du Québec de l'Association du barreau canadien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Antoine Leduc, le président de la Division pour l'année 2014-2015. Mon mandat tire à sa fin. C'est la deuxième et dernière assemblée du Conseil avant l'Assemblée générale annuelle. Et je suis très content de vous accueillir ici aujourd'hui, cet après-midi, en si grand nombre, parce que, évidemment, on a des invités très spéciaux. D'abord, aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir notre président national, Michel Arlenz. We're delighted to have you here this afternoon, and thank you very much for making this trip to Quebec. Nous avons aussi le privilège d'accueillir parmi nous aujourd'hui les deux candidats à l'élection pour le poste de bâtonnier du Québec. Et j'ai nommé Maître Lu Chan Kwong, qui est actuellement vice-présidente du barreau du Québec. Et Maître Luc Deshaies, qui est candidat. Alors, pour la suite des choses cet après-midi, des questions d'intendance, vous avez tous pris une copie de l'ordre du jour à l'entrée. Je tiens simplement à mentionner qu'avec nos excuses, il semblerait que vous n'ayez pas reçu le procès-verbal de notre dernière réunion. Donc, cet item de l'ordre du jour sera reporté à la prochaine réunion. Mais pour ce qui est du reste de l'ordre du jour, ce qu'on vous propose, c'est évidemment une rencontre avec nos candidats à l'élection pour le poste de bâtonnier du Québec. Et s'il y a des items après que vous désirez apporter à l'ordre du jour après la période de questions, je vous invite à le faire. Mais de la façon dont nous allons procéder aujourd'hui, nous avons procédé par tirage au sort et c'est Maître Luc Deshaies qui va commencer sa présentation. Je devrais dire un petit mot d'abord en commençant pour expliquer pourquoi j'ai voulu les inviter aujourd'hui. L'ABC Québec veut être la voix de la profession. Et nous travaillons dans une organisation qui est nationale, pan-canadienne. Nous donnons de la formation continue, mais nous faisons, comme notre présidente nationale l'a dit tout à l'heure, des représentations, du advocacy. Et notre ordre professionnel, qui a pour mission première de protéger le public, fait également du travail de représentation et du travail de dévouement pour les intérêts de ses membres, que sont les avocats. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant que pour une première fois, qui ne sera pas, je le souhaite, la dernière, les candidats à l'élection de poste de bâtonnier du Québec viennent rencontrer les membres du Conseil de l'ABC Québec, qui est la plus haute instance de notre division, et qu'ils nous fassent part de leur vue sur l'avenir de la profession, parce que, avec la nouvelle gouvernance, en plus, cette année, on entre dans une nouvelle ère où le bâtonnier élu sera élu pour un premier terme de 2 ans avec une possibilité de renouvellement pour un autre mandat de 2 ans. Et sans plus tarder, je vais présenter Luc Deshaies, qui viendra dans un premier temps, pour un premier 10 minutes, présenter sa candidature et sa plateforme pour l'élection. Après quoi, nous entendrons Maître Lu Chan Kwong qui fera de même pour 10 minutes. Et dans les 2 autres blocs de 10 minutes, j'ai déjà envoyé un certain nombre de questions dont vous avez reçu copie à l'entrée tout à l'heure, auxquelles j'aimerais que nos candidats répondent. Et les 4 questions tournent autour de la mobilité des avocats. La première, pour savoir si, étant donné que le gouvernement du Québec a posé des questions suite à l'entente qui est intervenue avec la Fédération des ordres professionnels de juristes et ont demandé des précisions au barreau du Québec avant d'adopter sans discussion les amendements qui sont proposés pour faire en sorte que des juristes des autres provinces puissent, sans trop de formalités, devenir habilités à pratiquer au Québec. Alors, le gouvernement a mis les freins à ce projet-là, soi-disant parce que ça menacerait l'intégrité du droit civil dans une certaine mesure, puisque les juristes qui pourraient éventuellement détenir un permis d'avocat ne connaîtraient pas le système de droit en vigueur au Québec. Alors, je demande à nos candidats ce qu'ils pensent de ça. La deuxième question a trait à la formation des avocats. Est-ce que vous pensez que l'École du barreau remplit sa mission actuellement
ou s'il y aurait lieu de revoir la façon dont la formation est dispensée, par exemple en axant un tronc commun de formation obligatoire pour tous les candidats qui sont admis à l'école du barreau. Et la question subsidiaire, est-ce qu'il faudrait contingenter la profession? Ensuite, le rôle du Québec, du barreau du Québec, dis-je, en matière de formation continue. Je pose des questions aux candidats à ce sujet-là. Quelle est la place pour l'ABC Québec? Quelle est la place pour les dispensateurs de services comme l'ABC Québec? Est-ce que c'est normal que dans une province comme le Québec, le barreau du Québec nous demande, entre autres, des honoraires à chaque année pour être reconnu comme dispensateur universel, alors que dans les autres provinces, ce ne serait pas le cas? Et enfin, quelle est la place pour la collaboration et les partenariats entre nos deux organisations? Comment peut-on faire en sorte de mieux travailler et de plus travailler ensemble, l'ABC Québec et le barreau du Québec? Je présente maintenant Luc Deshaies. Vous le connaissez tous, c'est notre ancien bâtonnier, pour ceux qui sont des avocats membres du barreau de Montréal. Il était bâtonnier en 2014, bâtonnier 2013-2014. Il est associé au sein du cabinet Garlings à Montréal. Il a été chef de pratique du groupe national dans le domaine du droit du travail et de l'emploi. Il a été impliqué à plusieurs niveaux, tant au niveau du barreau du Québec qu'au niveau d'associations internationales comme l'American Bar Association et l'Union internationale des avocats. Il a prononcé quantité de conférences ici à l'étranger et ses faits d'armes comme praticien sont reconnus par The Best Lawyers of Canada. Mesdames, Messieurs, accueillez Maître Luc Deshaies. Alors, bonjour à tous. Merci, Dr. Leduc, pour votre présentation. Thank you, Michel, to be here tonight. I must say that I'm very proud to be in presence of Michelle. I have seen her on many occasions last year, and I can tell you that you are very well represented. We are very well represented by Michelle at the Canadian Bar Association. Ça fait 29 ans que je suis membre de l'Association du barreau canadien. Mon cabinet donne beaucoup d'importance à cette association-là. Je pense de mémoire d'homme récemment, notre associé directeur Scott Jolliffe a présidé le comité sur la question des conflits d'intérêts quelque part en 2009. Alors, on donne beaucoup d'importance à cette association-là et j'en suis fier d'en faire partie. Ce qui m'amène à vous dire que ça fera depuis 30 ans, le 17 mai prochain, que je travaille dans le même cabinet en relation de travail. Le temps passe vite. J'ai toujours travaillé dans ce cabinet-là avec certaines personnes qui sont ici dans la salle en ce moment. J'ai été élu au barreau de Montréal en 2011 là, comme conseiller. Je suis devenu premier conseiller l'année suivante et je suis devenu bâtonnier la 3e année. Pour vous dire que j'ai pas eu une carrière au barreau. J'ai une vraie pratique. Je suis un praticien et mon implication au barreau de Montréal et au barreau du Québec est relativement récente. Alors que j'étais au barreau de Montréal, on m'a demandé parce qu'on me l'a rappelé cette semaine, j'ai tenté de rajeunir, de démocratiser l'institution en rapprochant d'abord les avocats en droit des affaires qui se sentaient un peu exclus du barreau et mon groupe à moi, les avocats en droit de travail. Alors, ça a eu un certain succès, si bien qu'à la rentrée, à notre rentrée, on a fait une rentrée judiciaire le matin et une soirée des avocats en après-midi. On a eu un record d'assistance. Notre directrice générale qui est ici peut me le confirmer. Nous étions au-delà de 600 personnes, ce qui on n'avait jamais eu autant de personnes. On a fait prendre la parole à votre président sortant, Fred Eden, qui n'était pas non plus une pratique, mais le barreau canadien devait prendre sa place au barreau de Montréal. Quand on est au barreau de Montréal, comme vous le savez, on siège aussi au Conseil général du barreau du Québec. Alors, j'ai siégé 3 ans au Conseil général et 2 ans au comité exécutif, à titre de premier conseiller et à titre de bâtonnier de Montréal. Et c'est là, et puis je suis content de le dire, le barreau du Québec, durant ces années-là, a eu une saine situation financière. Nous avons fait des surplus pour les 2 dernières années et on en est fiers.
On a déterminé pendant la dernière année qu'il y aura un changement de gouvernance, comme le mentionnait Maître Leduc un peu plus tôt. Dorénavant, le mandat du bâtonnier sera de 2 ans. On passe d'un conseil général de 37 personnes à 16 personnes, 4 représentants de Montréal, 3 représentants de Québec, 4 représentants de la province. Il y a eu des discussions houleuses, toujours faites dans le respect, mais après 14 ou 17 jours de discussion, à l'intérieur de la salle et à l'extérieur de la salle, on en est arrivé à la quasi-unanimité, 36 personnes sur 37 à cette nouvelle gouvernance qui est en place. Je vois Maître Maillot qui est à l'arrière, elle a participé à ces discussions-là et on la remercie. Ça m'a permis de tisser des liens avec des gens que je n'aurais pas côtoyés par ailleurs et c'est là que je suis devenu rapidement attaché aux avocats de la province avec qui, dans mon domaine de pratique, j'avais un peu moins de contact. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'il y a quelques mois, j'ai décidé de me présenter ou de solliciter le poste de bâtonnier du Québec, encouragé par des membres de Montréal, encouragé par des membres de la province, encouragé par le bâtonnier Plourde, encouragé par la bâtonnière Joanne Brodeur à leur succéder. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de me présenter et je l'ai fait en montant une équipe. Les 4 membres de notre équipe pour Montréal sont ici cet après-midi. Vous les avez tous reconnus, ils sont sur notre site Internet. Antoine Elwin, qui est un spécialiste en matière de protection de la vie privée. Rima Casey, qui est une représentante des juristes de l'État. Elle est au procureur général du Québec. Je trouve important qu'on ait quelqu'un un juriste de l'État. Tam, qui est là aussi, Tom Davis de l'étude Norton Rose, le plus jeune de nos membres de notre équipe. Il est un spécialiste en fusion et acquisition et en matière de gouvernance. Et nous avons aussi avec nous Jamila Leboeuf, qui, elle, est une juriste d'entreprise et qui est une jeune avocate pour représenter l'Association de jeunes barreaux de Montréal. C'est-à-dire pas pour représenter, mais les avocats de 10 ans de moins de pratique. Et j'ai oublié de vous dire que Tam est là aussi pour représenter les avocats anglophones parce qu'il y a une tradition à Montréal qui date depuis toujours que les avocats anglophones doivent avoir voix au chapitre. Je suis content de dire aussi que dans ma démarche qui m'amène à solliciter ce poste-là, j'ai eu beaucoup d'appui des avocats qui pratiquent avec moi, mais qui sont souvent mes vis-à-vis. Des avocats qui pratiquent en droit syndical, d'une part, et les avocats qui pratiquent pour le gouvernement du Québec à la Commission des normes du travail qui m'encouragent à solliciter ce poste-là. Alors, notre plateforme, étonnamment, elle est sur notre site Internet, comme je le disais un petit peu plus tôt, mais il y a beaucoup de points que vous avez adressés dans votre questionnaire qui se retrouvent sur notre plateforme. Là où on parle un peu moins dans vos questions, j'aimerais insister avec le nouveau conseil d'administration du Barreau du Québec sur la question de l'image de l'avocat. J'ai assermenté plusieurs centaines, presque 1 millier d'avocats durant les 2 dernières années et demie, et on les voit lorsque les parents sont dans la salle, les parents crient, sifflent, applaudissent, certains papas et mamans pleurent, les gens sont fiers, les avocats ou les candidats avocats sont très, très contents. Comment se fait-il que notre profession, après quelques années, quand les gens, on parle des avocats, la situation se détériore? Alors, j'aimerais travailler là-dessus. Comment? Je peux vous donner un exemple concret. Il y a dans certains districts judiciaires en ce moment, au niveau des avocats en droit criminel, il y a des affrontements importants entre les avocats de la défense et les avocats de la couronne. On veut travailler à essayer d'améliorer ça. Est-ce que je peux le faire moi-même comme médiateur? Peut-être. Ou je pourrais le faire moi-même comme médiateur, peut-être. Peut-être qu'on peut s'adjoindre un magistrat à la retraite qui pourrait nous aider à faire ça, mais je suis convaincu qu'on pourrait y arriver. On a parlé aussi des jeunes. On va parler un petit peu plus tard dans le questionnement sur la question de la formation. Mais les jeunes, je les ai croisés pendant l'année où j'ai été premier conseiller bâtonnier. Je m'en suis occupé beaucoup au bureau à un certain moment.
C'est pas toujours facile en ce moment pour un jeune avocat qui arrive sur le marché. On doit leur donner un coup de main. On doit les sensibiliser à l'avance que la pratique traditionnelle du droit, comme dans le rapport de l'ABC par exemple, n'est pas nécessairement celle qui sera la seule avenue à prendre. C'est pas tout le monde qui va plaider des procès devant jury, et c'est pas tout le monde qui va régler des patrimoines familiales de 10 millions de dollars, puis c'est pas tout le monde qui va travailler dans un grand cabinet. Alors, il faut les sensibiliser de l'université à ça. On doit aussi leur donner une petite chance ou peut-être revoir la façon dont l'inspection professionnelle se fait pour peut-être agir plus à titre de coach plutôt que comme policier pour aider nos jeunes avocats qui partent eux-mêmes leur propre pratique. Je terminerai. On peut pas vous... Parce que le mot est à la mode ces temps-ci, il faut parler de finances. On a indiqué dans notre plateforme que nous allions gérer sainement les finances du barreau. Puis d'ailleurs, c'est ce qui est fait en ce moment. Bernard Sinotte, hier matin, annonçait qu'on aura pas un congé, mais une réduction de cotisation certaine, que ce soit M. Kwong ou moi qui est élu, de 100 $ l'année prochaine. C'est ce qui sera proposé à l'Assemblée générale. Après consultation et de la loi, puis avec les gens de mon équipe, on a décidé qu'on ne pourrait pas faire de promesse de baisser la cotisation de 500 $ ou qu'on ne pourra pas promettre qu'on va baisser la couverture d'assurance. C'est une décision qui va relever du conseil d'administration à être créée et c'est la direction dans laquelle on doit aller. Alors, as you say, or you would say, Michel, be bold, be good, be gone. Alors, c'est les mots que je vais vous adresser. Alors, merci, Maître Deshaies. Vous avez la précision d'une montre suisse. Vous n'avez pas dépassé le délai imparti. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Maître Lou Chan Kwong de venir nous adresser la parole. Je vais brièvement la présenter. Vous la connaissez bien, elle aussi, puisqu'elle a été très impliquée, notamment au barreau. D'abord comme présidente de l'Association du Jeune Barreau de Québec en 2007. Son implication a été remarquée et elle a été récipiendaire de plusieurs prix prestigieux des suites de son implication au Jeune Barreau de Québec. Par la suite, elle fut bâtonnière du Barreau de Québec et elle est vice-présidente depuis l'année dernière du Barreau du Québec. Elle siège à plusieurs des comités du Barreau du Québec. Elle est notamment en charge de la formation des futurs avocats. Alors, j'ai très hâte d'entendre ce qu'elle aura à nous dire sur la qualité de la formation et ce qu'il advient de la formation. Lou Chan Kwong pratique cependant dans un plus petit cabinet. Alors, il y a le journaliste Jacques Sanson, plutôt cette semaine dans le Journal de Montréal, qui parlait d'un duel Québec-Montréal pour l'élection au bâtonnat du Québec. On peut parler aussi de deux types de pratiques totalement différents. Et je pense que quel que soit le vainqueur de cette élection, on peut s'enorgueillir du fait que nous avons deux candidats d'excellente qualité. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Maître Lou Chan Kwong. Cher Antoine, cher Fred, distingués invités, bon après-midi. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre aimable invitation et de me permettre de vous présenter ma plateforme qui s'articule autour de 4 axes. Pour moi, le Barreau du Québec, je vais commencer par le dernier axe, qui est ce que nous devons faire, c'est une réflexion sur notre mission. Quelle est la mission du Barreau du Québec? On a un équilibre à trouver entre la représentation des membres et la représentation du public. En ce qui me concerne, le Barreau du Québec est là pour la protection des citoyens, du public, et ça va passer par la compétence de ses membres, et le Barreau du Québec doit voir à l'accessibilité à la justice. Alors, cette réflexion-là, c'est mon axe 1. On doit vraiment se pencher sur la question. Et je suis contente de me retrouver ici avec vous, parce qu'on va avoir ce questionnement-là sur le rôle de chacun des deux organisations, le Barreau du Québec et l'ABC. Mon deuxième axe, vous avez reçu probablement hier ma newsletter concernant la cotisation. Alors, comme Monsieur le Président vous l'a indiqué, je suis sur plusieurs comités. Je préside notamment le comité des finances. Je suis membre du comité de surveillance des placements. Les finances du barreau, je les connais très, 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 très bien. Alors, je peux vous dire où sont
les sous, dans quel département ils sont, et je peux même vous parler du prochain budget parce que je vais le présenter la semaine prochaine au CF, CE et CG. Alors, je vous ai proposé une diminution dans le sens que cette année, grâce à une gestion saine et responsable, nous allons terminer l'année avec plus de 1,7 million. Je pense qu'il est de la responsabilité des barreaux du Québec de le retourner aux membres. Mais cette décision-là, même si c'est une proposition, sera une décision du Conseil général et de l'Assemblée par la suite. Donc, ce sera à ces personnes-là de prendre la décision. En ce qui a trait au Fonds d'assurance responsabilité, un des avantages d'être la vice-présidente, c'est que je peux mettre mon petit nez partout. Donc, je peux voir au niveau de l'historique, toutes les résolutions, tout ce qui a été fait, quelle est l'évolution au niveau des réclamations et des fameux chèques que nous faisons. Et je peux vous dire que depuis 25 ans, nous avons fait un chèque au-dessus du 2 millions. Et ça, c'était dans un dossier où nous avons été condamnés solidairement avec un comptable qui, malheureusement, n'avait pas d'assurance. Et lorsque je me compare au reste du Canada, puisqu'on parle de l'ABC Canada aussi, les autres avocats dans les autres provinces sont assurés pour une somme beaucoup moins, qui est de 1 million. Nous avons 10 millions. Il est sûr que c'est rassurant. C'est comme avoir des bretelles puis la ceinture. C'est rassurant, mais est-ce nécessaire? C'est la question que nous devons nous poser. Le Fonds d'assurance responsabilité, par son conseil d'administration en octobre 2013, a fait une recommandation à l'effet de diminuer de 10 millions à 2 millions la couverture. Alors, cette idée-là, je ne l'ai pas eue samedi matin en me levant et en prenant mon café, c'est que j'ai vu au niveau de l'historique qu'est-ce qui avait été proposé. Et le pourquoi, c'est possible. Et le conseil d'administration l'a proposé, c'est parce que nous avons une bonne santé financière au niveau du Fonds d'assurance responsabilité. Évidemment, comme membres et organismes responsables, nous offrirons, même si nous diminuons la couverture à 2 millions, une possibilité pour les membres qui le souhaitent, une couverture de 2 à 10 millions pour cette différence, et le coût qui est déjà calculé sera très raisonnable et ça va ressembler à peu près à ce que nous avons. Pourquoi nous pouvons le faire? C'est parce que notre bonne santé financière nous permet de le faire. Et évidemment, en tant que bâtonnière, si je suis élue, c'est la proposition et c'est le dossier que je mènerai parce que je peux vous dire que dans le cadre de ma campagne, je fais la tournée des provinces. Évidemment, vous avez des réalités qui sont toutes différentes et les réalités des petits bureaux, des moyens bureaux et des bureaux en région, pour eux, l'assurance de 10 millions est excessive. Alors, permettons-leur d'y aller pour 2 millions et pour les grands bureaux, les dossiers qui sont plus importants en fiscalité, etc., permettons à eux d'avoir cette assurance, cette garantie supplémentaire s'ils le souhaitent à un coût évidemment raisonnable. Je représente, Monsieur le Président m'a présenté comme quelqu'un d'un petit et moyen bureau. Évidemment, pour moi, la proximité, le justiciable, la justice de proximité, c'est très important. Et l'accessibilité à la justice, c'est notamment de permettre aux avocats d'avoir une paix d'esprit, de s'acquitter de ses obligations et d'être capable de répondre aux besoins des citoyens. Alors ça va être un des éléments qui va être important également au niveau de l'accessibilité. Je parle vite. Est-ce que je suis correcte dans mon temps? OK, parfait. Ça, c'est en ce qui a trait à mon deuxième thème qui était une cotisation juste. Comme je vous ai indiqué tantôt, une cotisation juste pour les membres, mais en ce qui me concerne, la protection du public est mais très, très importante également. Et lorsque je vous parle de coût, je parle du coût pour un justiciable lorsqu'il veut se faire représenter, lorsqu'il veut protéger ses droits. Et c'est pas pour rien que de plus en plus, vous allez voir de personnes qui vont se présenter par eux-mêmes parce qu'actuellement, c'est extrêmement cher d'aller devant les tribunaux. Alors, je vais proposer, dans le cadre d'une accessibilité, une meilleure accessibilité à la justice, d'y aller par une voie fiscale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous, en tant que société, nous avons décidé de ne pas taxer la culture. Nous ne taxons pas les livres. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait taxer un droit constitutionnel, un droit démocratique, le droit de se faire défendre? Alors, je pense notamment aux gens de la classe moyenne. Je pense que les gens qui sont bien nantis n'ont pas cette difficulté-là, et ceux qui ont plus de difficultés pour les finances, il y a toujours l'aide juridique qui peut pallier à ça. Et je préconise également cette fiscalité juridique, notamment pour avoir des débats équitables. Lorsque vous allez devant la cour et que le monsieur classe moyenne vient défendre son point de vue, il aura à payer, oui, des frais d'avocat, oui, les taxes. L'entreprise qui va
être contre cet individu-là va pouvoir déduire tant ses frais juridiques que les taxes. Donc, dans mon livre à moi, en n'ayant pas une meilleure fiscalité juridique, on part déjà avec un débat inéquitable. Je vais vous parler de la profession inclusive. Pour moi, c'est important que le barreau reflète le portrait de ses membres et le portrait de la population. Alors, le portrait de ses membres, dans toutes les positions qu'ils prendront, dans tous les comités où devront siéger les avocats, il faut qu'on ait un mélange tant de gens de région, tant d'hommes, de femmes, tant de gens issus de milieux ethno-culturels minoritaires, tant en termes d'âge. Et ça, c'est vraiment important qu'on ait une préoccupation à ce niveau-là. Et le dernier point, évidemment, c'est pour nos jeunes qui constituent un tiers de nos memberships. Il est important pour eux de bien s'installer professionnellement. On doit les soutenir, on doit les accompagner, puis on doit les encourager. Et ça, on doit prendre les moyens pour le faire. Je vous en parlerai un peu plus lorsque je répondrai aux questions, notamment en regard de la formation continue. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou j'ai épuisé mon temps? Une minute. Alors, voilà la plateforme que je vous propose. Évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels nous devons nous pencher, mais je vais revenir tantôt sur les autres aspects. Mais une chose est sûre, c'est que nous devons faire le ménage entre la protection du public et la protection des membres, parce que je peux vous dire que tant les membres que les gens à l'extérieur se posent énormément cette question-là, puis une fois pour toutes, on va la trancher. Merci. Alors maintenant, à tour de rôle, Maître Luc Deshaies va revenir et va répondre aux questions dont je vous ai brossé le portrait il y a quelques instants pour un autre bloc de 10 minutes, après quoi Maître Lou Chan Kwang fera de même. Et à la fin, lorsque chacun des candidats aura répondu aux questions que nous leur avons posées, les deux seront en avant pour prendre vos questions pour la fin de la réunion, donc le dernier bloc de 20 minutes. Alors, je laisse la parole à Luc Deshaies. Bon. Alors, la première portion a trait à la mobilité des avocats. J'étais au Conseil général, sinon premier conseiller, au moment où ces discussions-là sont intervenues au barreau du Québec. C'était un projet qui avait été amorcé il y a quelques années, mais qui a été piloté au moment où ça s'est concrétisé par Maître Nicolas Plourde, qui était bâtonnier. Nicolas Plourde s'était informé, avait passé dans les différents médias écrits du barreau si les gens avaient des représentations à faire à ce sujet-là. Et par la suite, s'était informé auprès des associés directeurs des grands cabinets et il y avait eu peu de réponses. Doris Larrivée et moi, on a fait le tour des grands cabinets de Montréal. Et à part dans un cabinet, la plupart des gens n'avaient pas vraiment d'objection à cette question-là de la mobilité des avocats. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'à l'unanimité au Conseil général du barreau du Québec, on a décidé de joindre les 9 autres provinces et d'entrer dans cette question de mobilité. Pour utiliser une expression que vous avez utilisée tantôt, je pense, Maître Leduc, permis sur permis. Alors, un avocat vient de l'Ontario, peut venir pratiquer au Québec, et un avocat, évidemment, la réciproque est vrai aussi, un avocat du Québec peut aller travailler en Ontario, en Saskatchewan ou à l'île du Prince-Édouard. Alors, quelles sont les limitations? Bien, les limitations, c'est le code de déontologie. Est-ce suffisant? Nous avons cru que oui. Si quelqu'un vient me voir pour aller préparer un ordre de colocation de créanciers, je vais l'envoyer à Maître Leduc. Quelqu'un vient me voir pour s'occuper d'un divorce, je vais le référer à un avocat de mes amis. Je ne connais pas ça, je fais des relations de travail. Par contre, Maître Leduc vous disait tantôt, j'ai eu l'occasion de diriger le groupe de droit de travail national de notre cabinet et il y a des sujets sur lesquels il y a beaucoup de rapprochements. Je pourrais, soit dit en passant, avec égard, aller plaider un grief à Vancouver. Et je pense que mon collègue de l'Alberta pourrait faire de même au Québec. Je vois Maître Lacoste, mon collègue des Teamsters, qui acquiesce. Dans le domaine des relations de travail, c'est une réalité. On a fait la même chose avec les Français il y a un certain nombre d'années maintenant. L'ARM, les avocats français peuvent, après être venus passer un examen de déontologie d'une trentaine de minutes, un examen verbal ou pas écrit, devenir membre du barreau du Québec. On a convenu que c'était correct, même s'ils n'ont aucune formation en droit criminel, même s'ils n'ont aucune formation en droit anglo-saxon ou en droit public tel que nous, on le connaît,
on a admis que c'était correct dans la mesure où il se limitait aux choses qu'il était capable de faire. Alors, dans ce sens-là, je suis pour la mobilité des avocats. Je crois en ce moment qu'il y a un peu de sable dans l'engrenage au niveau du gouvernement du Québec, principalement à cause de la décision Nadon, ce qui voudrait dire qu'un avocat, par exemple, de Toronto, pourrait venir devenir membre du barreau du Québec et être nommé à la Cour suprême comme représentant du Québec. C'est probablement une difficulté. Mais je ne pense pas que c'est une difficulté qui soit insoluble. La formation des avocats et l'accès à la profession, j'ai lu avec intérêt l'article qui a été préparé et publié dans Le Monde juridique où on vous interviewe, Maître Leduc. Je pense qu'il serait difficile pour le barreau du Québec ou quiconque d'aller dans les universités pour commencer à jouer dans la liberté académique des universités. Je pense que c'est complexe et je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Est-ce que c'est une bonne idée d'exiger qu'avant d'entrer à l'école du barreau, on ait à passer certains cours? Ça, c'est une chose qu'on pourrait certainement regarder, puis je pense que c'est les choses qui vous interpellaient. Est-ce que la formation par compétence à l'École du barreau du Québec est la bonne? Elle semble, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais elle semble bonne parce que beaucoup de personnes viennent nous visiter et s'inspirent de notre modèle pour, par la suite, influencer le leur. Alors, dans ce sens-là, peut-être que des aménagements doivent être faits, mais je ne pense pas que ce doit être des aménagements fondamentaux. Contingenter la profession d'avocat, c'est compliqué, surtout qu'on parle en ce moment de pratiques moins traditionnelles. On a 25 000 avocats au Québec en ce moment pour 8 millions de personnes. Il y a des gens qui ne pratiquent pas nécessairement le droit de façon traditionnelle, mais qui demeurent membres du barreau parce qu'ils le souhaitent. Vous en connaissez tous un certain nombre. Alors, ce n'est pas nécessairement le nombre d'avocats qui est une difficulté, mais certainement les gens qui le pratiquent de façon un peu plus traditionnelle. Quant au rôle du barreau du Québec en matière de formation continue, je vous rejoins là-dessus, le barreau canadien. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans le blog que je publiais sur Droit Inc. sur cette question-là. Je crois que le barreau du Québec doit se retirer de cette question, du moins en partie. On a promis dans notre campagne de donner environ 15 heures de formation à un coût de 20 $ de l'heure pour avantager les avocats qui ne peuvent pas l'apprendre autrement, une formation qui serait faite en ligne et qui serait disponible. Comme par exemple le cours sur la déontologie, le nouveau code de déontologie qui est présenté par Joanne Brodeur. Dans ce sens-là, je suis d'accord que le barreau du Québec devrait laisser la place aux autres pour donner cette formation, que ce soit à l'Association du barreau canadien, le Jeune barreau de Montréal ou toute autre organisation. Finalement, sur la question du rôle du barreau du Québec en matière de défense et de la primauté du droit, peu d'entre vous avaient siégé au Conseil général ou au comité exécutif avec moi, mais la rumeur, c'était qu'en cas de doute, Luc n'interviendra pas. Alors, je ne suis pas très, très fervent des interventions du barreau du Québec sur tout et sur rien. J'ai un de mes amis qui est présent dans la salle, qui a déjà été président de l'Association du barreau canadien, qui m'a dit « Luc, fais attention, il ne faut pas sortir de son carré de sable. » Alors, quand on parle du secret professionnel, quand on parle de l'indépendance de l'avocat, soit le barreau du Québec peut intervenir, mais lorsqu'il y a des questions sociales, des questions politiques, je pense que ce n'est pas le devoir du barreau du Québec d'intervenir à ce moment-là. Peut-être davantage le devoir et la responsabilité, ou surtout la possibilité pour l'Association du barreau canadien de le faire, mais pas pour le barreau du Québec. Sachez par contre que, puis je pense que vous le savez, là, je suis loin d'être un ennemi de l'Association du barreau canadien. Au contraire, j'ai participé à des congrès du barreau canadien, j'ai donné des conférences pour l'Association du barreau canadien, invité par Stéphane Lacoste, par Pierre Moreau. Je crois en cette association-là et je suis sûr qu'on peut tous les deux marcher main dans la main pour avoir des projets communs puis des projets qui peuvent être porteurs. Alors, c'était les commentaires que j'avais à faire sur la question.
j'ai écrit des questions. Alors ça doit être mon côté asiatique. Je commence par la fin. Quel est le rôle, est-ce qu'on devrait promouvoir la primauté du droit? Écoutez, je vous ai dit tantôt, pour moi, il est important de définir notre rôle. Quel est le rôle de chacun? Comme je vous ai indiqué, pour moi, le barreau est la protection du public. L'ABC, c'est la protection des membres, les juristes que vous représentez, la magistrature, les étudiants et les professeurs. Et ce mélange-là que les gens ont nous met dans une position délicate au barreau du Québec parce qu'on est comme entre deux chaises. On ne peut pas faire 150% dans chacun des deux camps, alors choisissons. Il est évident que le rôle, et ça c'est peut-être la partie qui est un peu plus touchée, là, je vous dirais qu'on a chacun notre rôle à défendre, les personnes à qui on doit défendre, mais je pense que le rôle premier, tant de l'ABC que le barreau du Québec, c'est d'éduquer la population. Pour moi, l'accessibilité à la justice, là, c'est de vulgariser les termes, c'est d'aller expliquer à nos citoyens quel est notre système judiciaire. Et ça, ce n'est pas juste à l'ABC et ce n'est pas juste au barreau du Québec de le faire. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois de cela, j'ai regardé à la télé une émission de Louis Lemieux. Et vous avez, je ne le connaissais pas à l'époque, Antoine, qui est venu expliquer en regard du nouveau code de procédure civile, comment est-ce que cela va permettre aux justiciables d'avoir un meilleur accès à la justice. Il a tellement bien fait. L'animateur parlait de barreau, barreau, barreau. On pourrait croire que Maître Leduc était le représentant du barreau. Ce que j'ai pensé à l'époque, ce n'était pas « Ah ben il a pris un de nos chasses gardées, puis c'est notre terrain, il joue sur notre terrain ». C'est pas ça. J'étais fière que l'ABC ait fait cette démarche-là pour expliquer aux citoyens ce qu'était la justice. Alors pour moi, le rôle du bâtonnier, c'est d'être le porte-parole de la justice. Alors, que ce soit l'ABC ou que ce soit le barreau du Québec, chacun, on y va et il n'y a pas trop de porte-parole. Ce que les gens s'attendent de nous, c'est qu'on leur explique ce que c'est, qu'on sorte puis qu'on leur dise ce qu'il en est. Et c'est pas pour rien, et je vous l'annonce, et Maître Leduc vous l'a dit tantôt, Gégé Sanson, il a sorti un article, je donne des entrevues à des historialistes parce que la campagne électorale ne sera pas faite juste au niveau de la communauté juridique, elle va se faire sur le plan social au complet. C'est notre rôle de sortir puis d'expliquer aux gens ce qu'il en est. Les deux dernières campagnes générales aux élections, aux provinciales, ont été faites sur des questions de projet de loi. Alors, c'est sûr et certain qu'on va devoir prendre notre place. La justice, elle est partout. Faisons comprendre aux gens ce qu'il en est. Et comme ça, on va avoir une société qui se tienne. On va défendre les règles de droit que nous nous sommes dotés. Et si ça ne marche pas, parce que notre société évolue, nos valeurs évoluent, nous militerons pour les changer également. Alors, pour cet aspect, nous avons chacun un travail à faire, puis faisons de concert. En ce qui a trait aux autres points, la formation des avocats et accès à la profession. En ce qui me concerne, la profession, on peut être sur les deux, tant le barreau canadien que le barreau du Québec, à dispenser des cours. Toutefois, je ne veux conserver que pour le barreau du Québec tout le droit professionnel. Donc, tout ce qui est éthique et déonto reste au barreau, justement, comme je vous ai dit tantôt. La mission, c'est la protection du public, ça passe par la compétence des membres, et la déonto, c'est primordial. Alors, en ce qui a trait aux autres formations, l'ABC le fait parfaitement, et d'ailleurs, je suis des cours, et c'est juste à ce moment-là, je pense que vous me voyez actuellement, je ne vais pas être partout, là, mais j'apprécie énormément les cours que l'ABC, qui sont spécialisés, qui ont des sujets pointus, et ça, je pense que ça ne relève pas du barreau. C'est sûr que c'est payant offrir des cours, mais quelle est notre mission? C'est toujours la question que nous devons nous poser. C'est sûr que le barreau pourrait vendre de la drogue, c'est hyper payant, mais un, ça ne va pas dans notre mission, puis deux, c'est pas légal. Alors, chacun ses affaires. En ce qui a trait à l'accès à la profession, pour les étudiants, écoutez, j'ai été, et Antoine a siégé avec moi sur le conseil d'administration de l'école du barreau, tout comme il a siégé avec moi au niveau de l'exécutif lorsque j'y étais il y a quelques années. La formation des avocats, c'est super important. Comme je vous ai dit tantôt, je vise l'excellence de mes membres. Nous sommes à revoir, parce que ça fait 10 ans le programme actuel, nous sommes à revoir en profondeur cette formation. Évidemment, les coûts sont énormes, mais je pense qu'il va falloir maintenant s'adapter à la nouvelle réalité, à l'évolution de la société et à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors, est-ce que l'exercice doit se faire uniquement à l'école du barreau ou avant? Écoutez, au niveau des universités, il n'y a rien de plus payant qu'un étudiant en droit. On en met 500 à un prof en avant, même pas d'équipement, rien.
c'est sûr que les universités ne couperont pas. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'aller dans les universités, ce que j'ai fait en tant que bâtonnière de Québec, et d'expliquer aux jeunes que la formation, ce n'est pas uniquement les cours que vous devez suivre, mais c'est aussi d'apprendre à être une personne, à se forger un esprit, à être critique, à être capable de concevoir une idée et de l'expliquer. Et c'est aussi, chers amis, ça je m'adresse aux jeunes, de vous créer un réseau. Parce que vous avez beau être des straight A, lorsque vous arrivez sur le marché, si vous n'avez pas de réseau, c'est bien dommage, mais vous ne persévérez pas. Alors, pour amener tout ça, on ne coupera pas au niveau de l'université. Il est évident que pour moi, c'est important qu'au niveau de l'école du barreau, ceux qui sortent sont les meilleurs, mais il est au niveau de la question du nombre d'avocats, c'est vrai qu'on est beaucoup plus nombreux à 25 000 que lorsque moi, je suis rentrée dans la profession. Mais je pense que ce qu'on doit dire aux jeunes, c'est qu'il faut que vous soyez créatifs, il faut que vous soyez innovateurs, il faut que vous alliez dans les marchés, les domaines qui ne sont pas exploités. Alors, chacun y trouvera sa niche, mais il faut sortir du traditionnel. Puis ça, c'est vraiment important et c'est très, très, très important que le barreau apprenne à soutenir et offrir ce qu'il faut aux jeunes pour qu'ils puissent s'installer professionnellement. Attendez. Mobilité des avocats. Je suis actuellement sur le CG et nous avons mis de côté ce projet d'accord. Pourquoi? Parce que bien que nous avions 2 résolutions adoptées, la volonté politique n'y est pas. Je peux vous dire que c'est plus que du sable dans l'engrenage, c'est quasiment une fin de non-recevoir. Et si le ministère de la Justice et si l'Office des professions ne veulent pas, on a beau vouloir et se voter tout ce qu'on veut, ça ne passera pas. Alors évidemment, il va falloir changer leur perception et nous avons délégué Maître Plourde à ce niveau-là. Nous verrons lors du prochain CG quel sera le résultat de ces démarches, mais encore une fois, il faut que la volonté politique y soit. Mais pour la mobilité, je pourrais vous dire qu'actuellement, moi, je défends les accidentés de la route et ça ne m'empêche pas d'aller plaider des dossiers tant en Ontario qu'en Colombie-Britannique. Évidemment, je demande un permis spécial pour ce dossier-là. Je voulais vous parler de formation continue tantôt. 30 heures de formation, quand je fais la tournée des régions, ce que les gens me disent, c'est une cotisation déguisée. Parce qu'effectivement, le barreau offre des cours à des coûts pas raisonnable. Je vais vous le dire, là, et pour moi, ce n'est pas notre mission, comme je vous l'ai indiqué tantôt, et ce que je veux, et comme je vous l'ai indiqué, c'est d'être plus présent au niveau de la société. Alors, je propose que sur les 30 heures de formation continue, 15 soient obligatoires pour la formation continue, et pour que les 15 autres, les gens pourront choisir de soit continuer à suivre des cours ou de faire des dossiers pro bono. Et quand je parle de pro bono, c'est notamment, vous savez, au niveau de la Cour des petites créances, on a augmenté à 15 000 le plafond. Les gens qui y arrivent de banque sont tellement mélangés que le jeune barreau de Québec, lorsque j'y étais, nous avons installé ce programme, c'est qu'on permet aux gens de démystifier ce qu'est la Cour des petites créances, ne serait-ce que pour expliquer où est le juge et quel est votre rôle et quel genre de preuve vous devez faire. Et ça, c'est enlever un stress important. Alors, des dossiers pro bono de cette nature, nous allons en faire, je vais encourager mes gens à en faire, et c'est comme ça que nous allons améliorer l'image de l'avocat. Merci. Alors, j'invite Luc à se joindre à nous. Juste un verre d'eau. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui avaient des questions, je vous invite à vous lever, à les poser et peut-être aussi vous identifier. Oui, mais bonjour, M. Elkett, je suis la présidente de la section droit des aînés. Alors, je me demandais si vous avez une réflexion un peu sur comment la justice pourrait mieux accompagner les personnes plus âgées qui sont rapides souvent et qui ont peur de ça. Comment est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Écoutez, ce qui est important, c'est que les aînés connaissent bien leurs droits. Ils sont souvent lésés parce qu'ils font confiance très facilement. Notre rôle en tant que barreau, c'est de mettre à leur disponibilité tous les véhicules qui sont pour eux possibles de consulter, dont notamment Éducalois. Éducalois fait un travail incroyable à ce niveau-là, au niveau de démystifier. Alors, je vais aller sur
la tribune publique, je vais utiliser tous les journaux qui me seront offerts pour expliquer aux personnes âgées comment est-ce qu'ils peuvent connaître leurs droits, où aller chercher. Puis quand je vous parlais tantôt de travail pro bono, il n'y a rien qui empêche nos membres, parmi leurs 15 heures de travail pro bono, d'aller les aider, ne serait-ce que pour leur mandat d'inaptitude, l'héritage, ou les conseiller à ce niveau-là. Oui. Bien, évidemment, les personnes âgées sont comme... Vous parlez plutôt des personnes âgées qui sont démunies. Il y a évidemment d'autres citoyens dans notre société qui sont démunis. C'est une question d'accessibilité à la justice. Comment l'aide juridique peut aider cette situation-là. Comment des organismes comme Jury-Pop, par exemple, peuvent aider des situations qui sont des gens qui sont dans ces situations-là de besoin. Puis, je suis d'accord avec Maître Kwong oui, tu peux l'enregistrer. La question d'aider ces gens-là, les personnes âgées et les autres personnes qui sont démunies, par le biais de pro bono, c'est une excellente initiative. Alors, c'est la réponse que j'ai pour vous. D'autres questions? Monsieur le juge Pierre Gagnon? Je me sens très minoritaire ici aujourd'hui. Non, vous votez pas! Je voudrais que vous parliez du nouveau code de procédure civile. Nous, les juges, on s'y prépare intensément. On est en formation tous les mois et même plus fréquemment. Le nouveau code de procédure civile exprime la volonté du législateur d'un grand changement de culture par les juges, mais aussi par les avocats plaideurs. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir et du réalisme de ce fameux protocole sur l'instance et sur cette insistance que le législateur place sur les épaules des avocats de se parler, de dialoguer avant même que les procédures soient instituées et faire en sorte aussi qu'il y ait très grande transparence dans l'échange, la divulgation de documents, d'informations très très tôt durant le litige. Je vous dirais que je suis entouré de collègues qui sont très très perplexes sur la véritable volonté des avocats de s'inscrire dans ce changement de culture-là. Et je me demande aussi ce que le barreau du Québec va faire de façon visible, publique et courageuse à cet effet. Monsieur. Ben, vas-y, chacun. Alors, moi, je vous aime beaucoup. Pour ça, je suis ici, mais j'aurais voulu écouter le budget, le dépôt du budget, parce que quand on parle d'instaurer un nouveau code, ça prend des sous. Ça prend de l'argent pour être capable de livrer. Et évidemment, l'année passée, à 1,13 % du budget global, là, c'était insuffisant déjà pour maintenir un service adéquat. Nous allons parler, en janvier 2016, d'instaurer toute une nouvelle culture. Alors oui, vous avez la bonne lecture en regard des juges, mais je peux vous dire aussi que les avocats ne sont pas informés. Nous n'avons pas choisi... le barreau, par le vote du CG, n'a pas choisi de rendre obligatoire cette formation, ne serait-ce que pour le changement de culture. Je l'ai suivi, le cours, et je peux vous dire, monsieur le juge, que c'est complètement différent. C'est au niveau des termes, ne serait-ce que l'utilisation des mots, c'est complètement différent. Et j'ai peur, je vous dis, là. J'ai pas peur de grand-chose, mais ça, j'ai peur au niveau de l'installation de ce nouveau code-là, parce que ça ne sera pas un atterrissage en douceur. Vous avez parlé de plusieurs problèmes qui se présentent, effectivement, et j'en vois d'autres. Je parle notamment des juges uniques. Je sais que le barreau canadien a pris une position à cet effet-là, en disant que c'était peut-être pas constitutionnel le fait d'imposer un seul juge, mais ça aussi, c'est une nouvelle culture qu'on va devoir instaurer chez nos avocats. Je suis pas sûre que nos avocats sont prêts si on ne les enseigne pas. Évidemment, ce qu'on devrait faire, et si je deviens bâtonnière, c'est de revoir cette position du CG. Le conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration devra se pencher sur la question parce qu'on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à faire comprendre à nos membres comment ce code fonctionne
Et notamment et ça, ce que j'entends des membres, c'est que c'est vrai que quand quelqu'un vient vous voir, puis qu'il est craqué, puis qu'il veut juste tuer son voisin, et que vous lui dites « Oh non, non, on va s'asseoir, puis on va essayer de négocier », mais ça va vous dire qu'il va aller voir un autre avocat. Alors, ça aussi, c'est tout un changement qui devra s'opérer, et le barreau, je crois que si on veut que ça réussisse, parce qu'encore une fois, c'est toujours en vue de protéger le public, on devra mettre les fonds nécessaires, mais je vous dirais que j'irai encore sur les tribunes pour dénoncer le manque de financement, parce que c'est au ministère de la Justice également de faire cet exercice-là, de préparer tant les justiciables que les juges, parce qu'il y a des gens qui ne seront pas représentés et qui devront également être devant ces mêmes cours. Merci. À votre question, M. le juge, qu'est-ce que vous pensez du nouveau Code de procédure civile? C'est un peu ça. Je pense que le dicton « nul n'est contre la vertu » s'applique. Je pense qu'il y a deux grands thèmes qui peuvent, si on avait à trouver deux thèmes sur le nouveau Code de procédure civile, c'est les modes alternatifs de résolution de conflits, presque obligatoires, et deuxièmement, la règle de la proportionnalité. Hein, c'est la direction dans laquelle on s'en va. Je pense que l'intention est noble. Est-ce qu'on va pouvoir le vivre immédiatement de façon automatique en disant c'est une amélioration immédiate? Je ne crois pas, mais j'ai l'impression que le législateur pourra constater à l'usage si les amendements qui ont été proposés sont à l'avantage de tous et surtout à l'avantage des justiciables. Monsieur Maître Bernard Amioux. Merci. Ma question s'adresserait à Mme la vice-présidente. Oui. J'ai bien entendu que vous avez dit que la priorité du barreau et de sa mission première était la protection du public et que ça dépassait toutes les autres parties de la mission. J'aimerais que vous nous aidiez à réconcilier cette affirmation-là avec vos deux promesses électorales qui sont de réduire la protection de l'assurance de 10 millions à 2 millions et de réduire de 15 heures la formation continue obligatoire. En quoi ça va aider la protection du public? OK. Alors, pour la première question en regard de l'assurance, protection, fonds d'assurance, il est évident que pour les dossiers, comme je vous ai indiqué, le 2 millions, historiquement, c'est ce qui est nécessaire, et même plus que nécessaire au niveau des condamnations, au niveau du chèque, comme je vous ai dit, que le fonds d'assurance a fait. Mais comme je vous ai dit aussi, il y a la possibilité pour ceux qui ont des dossiers qui sont plus élevés, pour lesquels le montant en jeu est plus élevé, il y a encore la possibilité de s'assurer pour cette différence-là. Et la prime, parce que là, vous savez que vous payez 1 200 et la prime va devenir à 600 $. La santé financière du fonds d'assurance vous permettrait d'avoir sensiblement la même protection pour la même couverture. La première question. Il y a quelques années, le 1er avril 2009, rentrait en vigueur l'obligation de se former. L'objectif était de former les gens pour qu'ils puissent revenir à la base et également aller sur peut-être d'autres domaines de pratique. Je peux vous dire que quand je fais la tournée et que les gens, surtout en région, parce qu'à Montréal, Laval, Longueuil, Québec, on a une possibilité, et même avec l'ABC qui offre des cours web, cette possibilité, elle est plus grande pour les gens qui sont dans ce domaine de pratique-là. Mais quand je vais à l'extérieur, les gens me disent « on n'a pas cette formation-là ». Alors nous autres, le 15 heures là, qui nous manque, ou le 30 heures qui nous manque, là, on est obligé d'aller prendre des cours qui ne sont pas du tout reliés à notre domaine de pratique, pour lequel nous ne sommes pas du tout intéressés, tandis que pour moi, faire du pro bono, je pense qu'on apprend. Je pense que c'est gratifiant de donner, puis c'est dans notre rôle de société que d'investir dans la société. Alors, je ne pense pas que s'investir dans des dossiers pro bono, c'est du gaspillage de temps. Et le 30 heures est le minimum. On peut faire 50 heures de formation, et je peux vous dire que les gens qui voudront le faire, ils pourront le faire, le 30 heures. Mais c'est de permettre à ceux qui ont plus de difficultés d'aller trouver des cours dans leur domaine, à des cours raisonnables, parce que quand vous êtes en région, ils ne sont pas adaptés, ils sont trop coûteux. C'est pour ces gens-là que je peux leur offrir une alternative tout en aidant, en contribuant à notre société, parce que nous sommes des agents de cette société-là. Maître Julie Latour. Bonjour, il me fait plaisir de vous entendre tous les deux, Maître Bellet, Maître Huang, Luc Chan. Et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal que ce soit le barreau canadien qui vous offre cette tribune, et je déplore qu'il n'y ait pas de débat organisé par le barreau du Québec. C'est notre rôle premier comme avocat de débattre des idées.
Je crois même qu'il y a une décision du journal du barreau à l'effet que les candidats n'aient pas de couverture au sein du journal du barreau. Il me semble que quand on implante une nouvelle gouvernance, si on veut qu'elle s'enracine, c'est malheureux que ça ne soit pas couvert, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour organiser un débat. Ma question s'adresse également à vous deux. Avec l'instauration d'une nouvelle gouvernance, comment vous voyez maintenant le rôle des membres et des administrateurs? Donc, de votre part, Maître Luc, vous vous présentez avec une équipe, mais alors comment vous allez établir une cohésion avec les autres administrateurs qui n'en sont pas issus, ou si les membres de votre équipe ne sont pas élus? Réciproquement pour vous, Nuchan, si vous êtes élu, mais avec les administrateurs de l'équipe de Maître, comment vous voyez tout? Mais de façon plus globale aussi, auparavant, il y avait une corrélation, puis un lien des membres du Conseil général avec les barreaux de section respectifs et les idées discutées au sein du Conseil général et du comité administratif, ou appelé maintenant comité exécutif, et le nouveau rôle conseil d'administration, donc pouvaient être aussi discutés de façon locale au sein des conseils de section des barreaux. Maintenant qu'il y a une scission et que les administrateurs sont stand-alone, comment vous voyez les liens qui vont pouvoir s'établir pour qu'il y ait une cohésion puis une corrélation aussi avec les barreaux de section pour créer une nouvelle unité? Sur la question de la capacité de travailler avec d'autres administrateurs que ceux qui font partie de mon équipe, je vous rassure, je connais bien Maître Corsi, je connais moins Maître Brutus et Maître Panda, mais il est bien évident que si les membres du barreau de Montréal décident d'élire un de ces trois autres membres-là, il est évident qu'on pourra fonctionner ensemble. Il me semble que c'est l'évidence même. Soit dit en passant, je vous ai expliqué par contre la raison pour laquelle on s'est réunis, c'est qu'on voulait avoir une diversité au sein de l'équipe de Montréal. À la question, croyez-vous que les membres qui ne seront pas à la table comme ils étaient à la table au Conseil général pourront être bien représentés et bien entendus? Je vous rappelle que bon, à Montréal, c'est une réalité qui est moins vraie. À Québec, c'est une réalité qui est moins vraie. Mais en province, vous savez que les barreaux de section ont été réunis. Comme par exemple, il y a le barreau de Laval, le barreau de Laurentides, de Lanaudière et Outaouais qui sont ensemble et ils auront un représentant. J'ai bonne confiance que si le bâtonnier, pas le bâtonnier, mais si le représentant de Laurentides de Lanaudière, il n'y en a qu'un seul en ce moment, Louis-François Asselin, s'il est élu, je suis certain qu'il va être attentif aux besoins de Laval et de l'Outaouais et le message sera envoyé à l'effet qu'il est présent pour les ententes. Alors, dans ce sens-là, je ne suis pas trop inquiet. Et il y aura aussi j'oublie le nom, là, je me sens mal, le conseil de section, le conseil des barreaux, qui se rencontrera une fois ou deux fois par année, deux ou trois fois par année, où ça réunira tous les bâtonniers et les premiers conseillers de chacune des sections et où ils pourront échanger ensemble sur les réalités que chacune des régions vit. Un peu comme on le faisait au Conseil général, mais ce ne sera consacré qu'à ça, aux réalités et aux difficultés locales. Est-ce que ça répond à votre question, Julie? Merci. Je crois en l'indépendance des administrateurs. Je crois que même si à Montréal, il y a une équipe qui a décidé de se présenter en groupe, je crois que les membres de Montréal vont élire, selon eux, les meilleurs administrateurs. Et dans la mesure où ces personnes-là seront élues et seront autour de la table, je crois que ces personnes-là vont toujours prendre des décisions en fonction de l'intérêt et de la mission du barreau uniquement. Peu importe l'équipe de laquelle il était constitué, peu importe que j'y sois et que ce ne soit plus Luc qui y soit, je pense que les gens sont capables de faire la part des choses et une fois qu'ils sont élus, et c'est ça l'important, c'est que les administrateurs qui doivent être élus, il faut qu'ils se fassent connaître quant à leur vision, quant à leurs idéologies. Je vous parlais tantôt de se forger un esprit et c'est cette connaissance-là que je veux que les administrateurs ou les candidats démontrent
aux électeurs. Je trouve déplorable, comme vous avez dit, ma chère consoeur, qu'il n'y ait plus de publicité au niveau du Journal du barreau parce que, justement, lorsque j'ai été élue vice-présidente, on avait droit à une page où nous énoncions nos priorités et les enjeux, ce que nous préconisions. Actuellement, c'est sur Internet. C'est moins quand on va au restaurant traîner son téléphone, lire là-dessus, en mangeant sa soupe, c'est pas évident. C'est moins accessible. Mais ce que je déplore surtout, c'est que si vous y allez, on a le nom de la personne, la section et avec un peu de chance, le site Internet, mais il n'y a aucun échange au niveau des idées, etc. Je pense que si on exige des membres qui veulent faire partie d'un comité leur CV ou une lettre d'intention, la moindre des choses que nous devons demander à nos candidats qui se présentent comme administrateurs, parce que ce sont les administrateurs qui vont représenter les 25 000 membres, qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle idée et sur ces enjeux-là, quelle est votre position? Quant à la relation, oui, il y a les conseils de section. Minimum 2 conseils de section avec une possibilité de 3. Par conséquent, le lien se fera à ce niveau-là. La table de concertation avec les jeunes sera également maintenue. Donc, on rencontrera les jeunes, le bâtonnier, les vice-présidents et les jeunes de chaque région. Mais encore une fois, il faut toujours avoir en tête que le conseil d'administration du barreau, c'est la mission qui doit viser avant tout. Il est important de connaître les réalités de chacune des sections, mais la décision finale doit toujours être dans l'intérêt de notre mission, qui est la protection du public. Merci. Tu veux ajouter? Bon, non. Est-ce qu'on a peut-être le temps pour ouvrir nos 2 dernières questions? Est-ce que vous souhaitez poser une question additionnelle? Oui, maître. Stéphane Pouliot, de la division droit de la famille. Donc, ma question est la suivante. C'est, en droit de la famille, les comptes d'honoraires sont souvent contestés des avocats. Je suis arbitre au barreau du Québec aussi, je siège comme arbitre. Et vous parlez d'accessibilité à la justice. Et présentement, les délais en conciliation et pour pouvoir passer devant un conseil d'arbitrage pour arbitre unique sont d'au moins 6 mois. Et on constate également que beaucoup d'avocats n'appliquent pas les règles de la déontologie. En ce qui concerne les conventions d'honoraires, il y a un manque d'information flagrant, un manque de communication avec les clients. Donc, c'est une réalité en droit de la famille qui est omniprésente à tous les jours. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes élu comme bâtonnier, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la formation au niveau déontologique des avocats quant à leur obligation, quant aux honoraires? Et également, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer l'accessibilité du processus de conciliation et d'arbitrage, puisqu'on se plaint beaucoup des délais, notamment à la Cour supérieure, mais dans notre propre cour, on a des délais importants en arbitrage de compte et en conciliation. Vous voyez l'exemple, quand vous parlez de la déontologie, comment rappeler aux avocats quelles sont leurs obligations déontologiques à l'égard des honoraires et des conventions d'honoraires. Ça, je pense que ce serait un excellent exemple de ce dont on parlait tantôt, où une formation en ligne pourrait être préparée et préparée par le Barreau du Québec parce que ça a rapport strictement avec la déontologie et l'exercice du droit, pour faire à 20 $ de l'heure et tous les collègues pourraient la suivre. De là à les obliger, ça c'est une autre question, mais par le biais de l'Association des avocats et avocates en droit de la famille, par exemple, on pourrait leur recommander de suivre cette formation-là. S'agissant de la question de la rapidité avec laquelle on peut obtenir une conciliation de compte ou un arbitrage de compte, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'améliorer les délais en nommant plus d'arbitres ou plus de personnes qui vont entendre les comptes, mais ce sont des gens qui font ça bénévolement, sauf erreur. Alors, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être donner un coup de collier puis essayer d'améliorer les délais. Mais c'est un problème qui, à mon avis, Stéphane, qui n'est pas seulement en droit de la famille, cette question-là d'arbitrage de compte, bien qu'il y en ait plus, semble-t-il, qu'ailleurs. Je vous ai indiqué tantôt que le CG avait choisi de ne pas rendre obligatoire la formation pour le nouveau code de procédure. Cependant, le CG a rendu obligatoire 2 cours, comptabilité et fidéimis
et déontologie. Vous êtes obligés de suivre le cours de déontologie et nous venons de prolonger de 6 mois après la date d'entrée en vigueur. Donc aujourd'hui, 26 mars, vous avez encore 6 mois, vous êtes obligés de suivre ces cours-là. Ce n'est pas un choix. Vous êtes obligés et je pense que cet exercice-là va peut-être ramener les cancres à une certaine rigueur au niveau des conventions. Le barreau du Québec, son rôle premier est le rôle de régulateur. Alors, c'est évident, j'ai préparé le budget cette année. Je peux vous dire que j'ai attribué les sommes les plus importantes en ce qui a trait à l'inspection professionnelle, le greffe, parce que tout ce qui est arbitrage de compte, c'est le greffe qui décide de ça, et l'inspection professionnelle. Pourquoi? Parce que je veux les meilleurs avocats possibles. Et les meilleurs avocats, il faut qu'on étudie rapidement les dossiers, tant pour l'avocat que pour le justiciable, parce que tant son temps, comme vous l'avez dit, qu'on est comme entre 2 sièges et dans un nuage, c'est ni agréable ni confortable pour quelqu'un. Alors, cessons de dépenser où est-ce qu'on ne devrait pas dépenser et pour des frais qui sont un peu éloignés de notre mission, concentrons-nous sur notre rôle premier de régulateur et allons-y avec l'école du barreau, j'ai oublié l'école du barreau, l'inspection professionnelle, le greffe et le bureau du syndic. Dernière question. Le dessert. Oh, je ne sais pas si c'est le dessert. Évidemment, les avocats pédales sont plus concernés par les procédures et les nouvelles règles de procédure. Il y a quelques années, pour résoudre le problème d'accessibilité à la justice, on nous a imposé un 180 jours en disant que ça résoudrait tous les problèmes. Ça n'a pas résolu grand-chose, ça en a créé d'autres. Et là, on arrive avec d'autres règles et plusieurs avocats plaideurs avec qui j'ai discuté ont l'impression, peut-être fausse, ont l'impression que toutes ces modifications et ces nouvelles règles de procédure-là sont basées sur une prémisse très simple. Les coûts de la justice qui augmentent et l'accessibilité qui devient difficile, c'est de la faute aux avocats. Qu'en pensez-vous? Question pour la fin. Oui. Vous savez, hein, vous l'avez dit, on a parlé de ça, puis quand je vous parlais un petit peu plus tôt de l'image de l'avocat, il faut démystifier cette affaire-là. Et on a sur notre plateforme des idées, par exemple, pour empêcher qu'un avocat arrive le matin pour plaider une requête et qui passe dans l'après-midi et qui soit obligé d'attendre en file jusque dans l'après-midi, en mettant comme un petit tableau informatique à l'entrée. Ça se fait dans certaines autres juridictions, je ne parle pas au Québec. Alors ça, c'est un exemple, mais c'est vrai que c'est facile. Puis je vais demander au juge Gagnon de fermer les oreilles. C'est toujours facile de dire c'est la faute des avocats, mais on le sait, on a tous pratiqué, on pratique tous. Moi, je travaille dans un milieu spécialisé, le droit du travail. Autrefois, avoir une date pour un grief, c'est 3-4 mois. Dorénavant, c'est 1 an et demi. Alors, c'est pas nécessairement la cause des avocats, c'est les délais augmentent, la durée des procès augmente et c'est devenu lourd. Alors, est-ce que le nouveau Code de procédure civile va nous aider à réduire les délais? L'avenir le dira. Croisons-nous les doigts, donnons la chance au coureur. En effet, les 180 jours avaient comme objectif la célérité et le coût moindre. Je vous dirais qu'effectivement, lorsqu'on s'en va à la Cour demander des remises et tout ça, ça fait encore des coûts plus élevés. Je pense qu'il faut expliquer aux gens ce qu'il en est au niveau de l'image de l'avocat. Les frais astronomiques, ce n'est pas dû uniquement à l'avocat, c'est dû aussi aux pénuries de services que nous offre le gouvernement. On n'a pas de cour, on n'a pas de juge, et quand on a un cour, on n'a pas de greffier, puis quand on a un greffier, mais le greffier, il n'y a pas de crayon, il prend le crayon de chez eux, puis il me le réclame après parce qu'il me dit on n'a plus de budget. Alors, on va régler le problème en allant sur la place publique, encore une fois, pour démystifier, pour expliquer aux gens que nous faisons notre possible en tant qu'avocats pour rendre les meilleurs services possibles, mais avec les moyens que nous avons. Et actuellement, et là j'ai hâte de voir le budget, à 1,13 %, c'est nettement insuffisant. Merci. Merci. Ben alors, écoutez, je pense qu'on peut applaudir nos 2 candidats.
les applaudir et les remercier bien chaleureusement de s'être prêtés de bon cœur et de bon gré à cet exercice auquel nous les avions conviés. Je pense que c'était une discussion intéressante. On a pu échanger des points de vue sur l'avenir de la profession, mais aussi sur les liens qui pourront être tissés après coup, après l'élection, et quel que soit le candidat élu. Je pense que là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a enregistré cette séance-là. Alors, on a une vidéo ici, on a une preuve testimoniale qui pourrait être admissible contre le prochain bâtonnier pour les promesses à l'égard du barreau canadien. Et à cet égard-là, je vous informe que nous allons, avec leur aimable autorisation, diffuser, pour ceux qui voudraient revoir l'échange et ceux qui n'étaient pas ici, cette prestation sur toutes les plateformes de l'ABC Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à notre deuxième réunion du Conseil et je vous invite à passer de l'autre côté pour le vin de l'amitié.